Et si nous devenions subtils? Et si nous aimions le devenir? Bienvenue sur le canal de la subtilité. La voix subtile. Con đường tinh tế. Le podcast qui épouse Et questionne le sens subtil de la vie. avec Vincent Cespedes, philosophe, écrivain français, qui a consacré 1000 pages à des choses révolutionnaires sur l'amour. Révolutionnaire. Tu n'as pas idée. Et Ha Zhang, libre penseuse vietnamienne, qui a fait de l'amour de la vie son art et de la vie de l'amour sa grande méditation. Septième épisode aujourd'hui, le secret de l'amour. On a demandé à ChatGPT. Amour et subtilité. Voici donc quelques citations inventées par l'intelligence artificielle. Et Vincent, tu nous trouves un philosophe qui pourrait à chaque fois leur être associé? J'aime ce jeu. Philosophe français? So romantic. Première phase de ChatGPT. L'amour et la subtilité de l'âme. Ça pourrait être du Vladimir Jankélévitch, Montaigne ou Simone Veil. Waouh, 3 philosophes d'un coup, tu nous gâtes. Quand on aime, on ne compte pas. Deuxième phrase. La véritable force de l'amour réside dans sa complexité. Edgar Morin, Lucie Rigaray. L'amour transcende les contradictions. Ça sonne comme du Gabriel Marcel ou Emmanuel Lévinas. Aimer, c'est accepter la subtilité de l'autre. Je dirais Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Jean-François Lyotard ou Julia Kristeva. J'aime bien ce quiz. Oui, merci ChatGPT. L'amour, c'est une expérience personnelle et unique. Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze et Félix Guattari. La subtilité de l'amour réside dans sa capacité à évoluer. Henri Bergson, Gilles Châtelet peut-être aussi. L'amour est la plus grande subtilité de la vie. Encore du Bergson, peut-être de l'Auguste Comte. On le voit, l'IA s'y connaît en amour subtil. En amour humain. Tout et n'importe quoi. J'aurais dit l'inverse. Dans la voie subtile, nous cherchons à percer le mystère de la vie humaine. Et l'amour s'est invité dans chacune de nos réflexions. Comment poser sur l'amour un regard neuf? Un regard frais et lucide. Si tout et son contraire s'est dit sur l'amour, n'est-ce pas qu'on en fait un objet littéraire et non une interaction clairement définie et susceptible de perfectionnement? Comment aimer sans tomber dans la mièvrerie et le sentimentalisme bien peu subtil? Comment conjuguer l'amour et la liberté? Comment éviter les ravages haineux de la jalousie? Dans cet épisode, nous allons parler d'amour en prenant un sens interdit. Celui de la force qui change la vie. Celui de la subtilité qui tisse des liens inédits. Celui du don gratuit. Ça existe? À ce qu'on dit. On le cherche? Avec ou sans ChatGPT? Sans, il ne pourra pas suivre. Pas encore. C'est parti. Quelques minutes, nous allons essayer de percer ce secret, ce mystère qui s'offre à chaque carrefour de notre podcast, de notre aventure pour percer les mystères de la subtilité, puisque que l'on parle de radicalité, que l'on parle de révolution, que l'on parle d'élégance, à chaque fois l'amour apparaît. L'amour, on l'a vu dans notre introduction, est un objet littéraire facile. Vous dites n'importe quoi, vous mettez le mot amour dedans et ça donne de la poésie. Mais nous, ce qu'on va essayer, c'est d'essayer de comprendre l'amour applicable, l'amour concret, l'amour pragmatique, l'amour
peut-il être une force de cohésion, une force de métamorphose, une force d'interaction sociale qui nous facilite la vie, voire qui nous l'embellit? C'est une immense question, mais j'ai l'impression que tout le monde parle de l'amour, mais personne n'arrive jusqu'au bout de cette question immense de l'être humain, que ça fait tourner la tête une petite fille de 12 ans jusqu'à l'âge, enfin il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge, de 7 à 77 ans et même plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Il faut d'abord peut-être qu'on soit d'accord sur la définition de l'amour pour qu'on puisse avancer. Et c'est là où commencent les problèmes. Parce que, on l'a vu dans notre introduction, on peut très bien dire que l'amour c'est la complexité, mais la simplicité. On peut très bien dire que l'amour c'est l'essence même de la vie, ou au contraire que ça n'existe pas et que ce n'est qu'illusion. Et donc, pour essayer de comprendre la force de l'amour, il faut essayer de voir les situations dans lesquelles, indéniablement, nous pouvons qualifier notre attitude comme une attitude amoureuse. Qu'est-ce que c'est une attitude amoureuse? À partir de quand je suis amoureux? C'est quoi l'amour? C'est un rapport où je suis admiré par l'autre et où j'admire l'autre, un rapport où j'ai l'impression d'être profondément compris par l'autre et de profondément le comprendre, un rapport où il y a de la tendresse, de la douceur avec l'autre, on n'est pas dans la violence, la brutalité, l'ego et le bras de fer, et un rapport où j'ai l'impression de m'agrandir, d'agrandir ma liberté, d'agrandir mon être avec l'autre dans les jeux et les liens que je tisse avec l'autre. J'ai l'impression que il n'y a que la moitié de l'amour qu'on va parler. Parce que tout ce que tu dis, c'est aussi l'amitié. C'est aussi l'amitié. Et donc, le mot amour, c'est tellement... Enfin, en fait, il manque. J'ai l'impression qu'on manque de la vocabulaire pour une immense palette des couleurs, des émotions différentes de l'amour. Mais là, aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de l'amour intime, de l'amour de couple, de l'amour où il y a une alchimie des deux corps qui se mélangent. Donc, à côté de tout ce que tu viens de dire, j'ajoute le côté de deux corps se mélangent. Ça veut dire il y a une ivresse, il y a quelque chose comme un cadeau de la nature qui donne, et c'est le premier jour qu'on se croise les regards, on croyait que c'est la magie extrême et c'est la jouissance forte, et que toute ma vie, je pense à ce moment-là. D'un seul coup, on se noie dans les yeux de l'autre, et n'importe quel orgasme sexuel ne peut pas être à la hauteur de ce moment. Donc, c'est vraiment cet amour-là qu'on va en parler. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, tu as raison, il faut absolument qu'on limite le mot, sinon ça tombe dans l'amitié, ça tombe dans la camaraderie, même si la camaraderie peut être aussi amoureuse. J'ai consacré plusieurs pages, tu l'as dit dans l'introduction, je pense à Alexandra Kollontai, je pense à Charles Fourier. Beaucoup d'auteurs et de philosophes ont montré que la séparation entre l'amitié et l'amour est une séparation artificielle qui vient des convenances sociales, mais qu'on peut aussi distinguer tout ça. On peut très bien avoir envie de cette alchimie des corps, de cette fête des corps dont tu parles, sans avoir de passion amoureuse, mais simplement une immense attirance sexuelle, sensuelle. Inversement, on peut très bien aimer quelqu'un passionnément sans avoir envie de coucher avec ou d'être dans une frénésie de danse sensuelle. Mais allons, parce que je pense que la plupart de nos auditeurs, eux, quand ils disent je t'aime, c'est pas simplement nous sommes amis. Donc on va prendre ce sens courant de l'amour quand il y a du désir mélangé à la volonté de se mélanger à l'autre et au plaisir de se mélanger. Alors si on parle là-dessus, j'ai l'impression que tu as de la suite dans les idées, et que tu as peut-être des choses à nous dire là-dessus.
Donc, on est bien d'accord que notre aujourd'hui, je Oui. ne dis pas que c'est éternel, c'est définitif, mais aujourd'hui, on va parler de l'amour avec deux facteurs importants. C'est le désir sensuel et le désir de mélange des deux âmes. Voilà, Oui, très bien. on va dire ça. Dans la langue française, on dit tomber amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux? Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. On prend tout d'un seul coup, c'est une évidence. Pour moi, c'est la science naturelle, dans le sens où il y a des choses qui arrivent naturellement, où tu peux pas faire autrement. Tu es tombé. Il y a l'idée d'un événement, l'idée de quelque chose d'incontrôlable. Quand on tombe, on ne contrôle pas. Et donc, c'est presque une faute, c'est presque un problème dans notre démarche que de tomber. Et tomber amoureux, c'est être confronté effectivement à quelque chose qui va nous sidérer, nous frapper. On parle aussi de coup de foudre. Être subjugué, être fasciné, émerveillé, enchanté par quelque chose comme une onde de charme qui vient nous frapper sans qu'on ait rien demandé. C'est comme l'image de Cupidon qui tire une flèche et qui touche ton corps, ton cœur. Et tout d'un coup, il y a un tas de réactions dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, comme si tu viens de boire un immense... Filtre d'amour. Filtre d'amour ou un produit chimique comme du champagne, la drogue. Du coup, tu sais plus où tu es. C'est quelque chose de naturel. L'enivrement de l'amour, l'ivresse de l'amour, la tête nous tourne. Alors, des philosophes cyniques qui ne croient pas trop en l'amour et qui voient que c'est en fait une ruse de l'espèce humaine pour survivre, c'est une ruse de la vie. Et donc, comme Schopenhauer, par exemple, Arthur Schopenhauer, disent que l'amour est une illusion, on croit qu'on aime, mais en fait, c'est simplement l'espèce qui veut se reproduire, et donc nous sommes victimes de cette alchimie cérébrale, juste pour pouvoir faire crack, boum, hu, et avoir des bébés. Mais ça n'empêche pas que c'est beau et que d'un seul coup, on a un cadeau de la nature. Même si c'est vraiment ça, le résultat qu'on reçoit, tous les sentiments incroyables quand on était jeune, quand on était naïf de la vie et de l'amour aussi, d'un seul coup, on reçoit quelque chose d'incroyable, c'est lors de la magie. Donc ça, c'est vraiment le cadeau de la nature. Il y a cette notion de sexualité, donc liée à l'amour, quelque part, il faut dire les mots, c'est-à-dire que cet appel des corps, comme on le dit, même si on ne va pas réduire la sexualité à la pénétration phallique, mais il y a quand même l'idée qu'on a envie de coucher avec l'autre, quelle que soit la danse que l'on fait quand on dit le mot coucher. Je pense à ce mot de Cathy Hecker dans Sang et stupre au lycée, je cite, « Par amour, est-ce que je désigne simplement la satisfaction des besoins créés par mes traits de caractère? Maintenant qu'on en a fini avec le sexe, où est-ce qu'on va ?» La question est intéressante. Maintenant qu'on en a fini avec le sexe, où est-ce qu'on va? On va remonter le fil de votre vie. La Voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Là, c'est l'enfance. Donc, on a un cadeau de la nature. C'est comme une rose. C'est incroyable. Ça sera lisse comme peau de bébé, ça sera courbe et contre-courbe et maternelle, et ça sera dur et protecteur. Si on réfléchit 3 secondes, pourquoi d'un seul coup de sortir de la terre une plante incroyable qui sent bon, qui a toutes les couleurs, c'est magique. Donc c'est un cadeau de la nature. C'est comme un jour on a découvert qu'avec les raisins on peut faire fermenter et on peut faire une type de liquide transparent et pétillant et ça nous rend ivre. C'est le champagne. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'on enlève? Je tiens à préciser que nous ne sommes pas sponsorisés par des marques de champagne, mais c'est vrai que le champagne revient souvent. Vas-y. Mais il y en a plein de marques, on dit le champagne. Voilà, le champagne général. générique. Donc, derrière les roses, il y a des jardiniers. Derrière le champagne, il y a des artisans qui produisent le champagne. Ils arrivent à prendre, à observer et à
produire cette magie-là. Ils en profitent, certes, le résultat de la nature, mais ils maîtrisent la situation. Devant l'amour, devant quelque chose de très magique, est-ce que chacun d'entre nous apprend à maîtriser l'amour comme il faut? L'amour ne serait pas simplement quelque chose de naturel, mais il y a une culture de l'amour. On parle de culture de l'amour, même de culture arabe par exemple, ou iranienne. Il y a des cultures, je pense, japonaises de l'amour, françaises bien sûr, on le voit bien. Et l'idée c'est d'enrober l'amour dans du culturel, avec des façons de faire, avec un usage des liens, un usage des mœurs, un usage des mots que l'on s'échange. Tout ça c'est encadré dans des façons de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette éducation à l'amour, elle a beaucoup de mal à exister. D'abord parce que ça passe par les réseaux sociaux, avec beaucoup d'influences néfastes. Ça passe par la pornographie, qui montre une vision complètement consumériste du corps de l'autre, sans passer par ce raffinement, cette sophistication de l'acte amoureux. C'est un peu la différence entre manger au fast-food et manger au bon restaurant. Aujourd'hui, c'est vrai que le fast-food de l'amour règne et les gens aiment un peu de façon animale et prennent l'amour comme une sorte de Pâques obligatoire avec la cohorte de jalousie, la cohorte de mots attendus. Et du coup, on a l'impression d'avoir une sorte de devoir faire, devoir être. Aimer, c'est devoir se comporter en petit ami de l'autre. C'est ce qui tue l'amour, selon moi. En fait, entre l'image de l'amour sacré avant et l'amour consommatoire maintenant, il y a tout une palette pour choisir en fait où on doit se trouver dans tout ça, dans l'amour. Moi, je propose quand même quelque chose, comme j'ai dit avant, c'est un travail artisanal. Comment on capte le secret de la nature et on en fait quoi avec? C'est certainement pas l'amour secret que tous les romans du 19e siècle nous mettent dans la tête, quelque chose, waouh, c'est le prince charmant, c'est notre moitié absolue, c'est quelque chose vraiment extraordinaire où on doit être à genoux devant l'amour, mais non. Mais non plus dans l'idée de la consommation, de la banaliser l'amour comme quelque chose de juste, la relation sexuelle facile, one night stand ou friend with benefit, ça veut dire que l'ami avec la relation sexuelle sans émotion. Le plan cul régulier, disent les jeunes. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Le secret de l'amour se trouve où? Je pense déjà qu'il faut prendre toute la palette des possibilités amoureuses, il faut qu'on l'ait devant les yeux. Tu parlais de rose, je te propose qu'on parle de fleurs. Je vais, et c'est un petit jeu que je propose aux auditeurs de La Voix Subtile, je vais proposer 10 fleurs qui sont autant de rapports avec l'amour et la sexualité, et vous essayez de voir de quelles fleurs vous êtes, ou quelles sont les fleurs qui forment votre bouquet sensuel et amoureux. Commençons par la fleur blanche, la candeur. Je fais l'amour en toute insouciance avec l'innocence et la naïveté des premières fois. La fleur grise, la mélancolie. Faire l'amour s'accompagne souvent d'une pointe d'inquiétude que je dois dépasser. La fleur noire, la jalousie. J'exige la fusion absolue, l'exclusivité totale. L'autre doit m'appartenir corps et âme. La fleur violette, la douceur. J'aime être tendre, en paix, donner et recevoir des caresses, m'oublier entre ses mains. La fleur bleue, le sentimentalisme. Sage, limite, prude, mes sentiments doivent être profonds pour que je me laisse aller. La fleur verte, l'espoir. L'effusion charnelle me plonge dans l'attente d'une effusion de l'âme et vice-versa. La fleur jaune, l'ambition. Je veux devenir nécessaire à l'autre, triompher de ses résistances et gagner son amour. La fleur orange, l'espièglerie. L'amour sensuel, une fête pétillante et cérébrale. Ça câline et taquine à tout va. La fleur rouge, la passion.
de l'impétuosité et de l'émotion avant toute chose. Il n'y a pas d'amour sans feu. Et la fleur rose, l'amitié. Pour moi, faire l'amour, c'est aussi faire l'amitié. Respect, complicité et bienveillance. Alors, je ne sais pas quelle est ta fleur, cher A, mais moi, j'aime beaucoup la fleur rose. Et oui, c'est toute ma philosophie quand j'en parle dans « Je t'aime, une autre politique de l'amour », de montrer que peut-être que la fleur, quand elle est un peu trop triste et cérébrale, on n'en veut pas, mais quand elle est trop indexée sur la passion, mais c'est lié à moi, j'ai l'impression que ça se transforme très facilement en haine. Combien d'amour déçu, combien d'amour dépité, combien d'amour triste finalement, n'ayant pas l'autre comme un objet nécessaire à son bonheur, se transforme dans le contraire de l'amour qui est pour moi la jalousie, l'esprit de possession et la haine. Si ça t'embête pas, je vais choisir la même couleur que toi. Donc le rose. Le rose. L'amitié, c'est quelque chose pour que ça dure. C'est quelque chose dans l'art que je viens de dire, c'est artisanal. C'est le jardinier qui travaille du matin au soir dans son jardin pour cultiver sa rose. Il faut calculer, il faut savoir quelle heure on doit arroser, quelle heure on doit protéger de la lumière, de soleil trop violent, quelle heure on doit mettre un peu de produits. Voilà, donc c'est un vrai travail et du coup on ne dépend pas que la nature. On ne tombe plus amoureux, on crée l'amour. Parce que quand on est tombé amoureux, c'est la première étape, c'est le cadeau de la nature. Mais à partir de là, si on ne cultive pas l'amour... C'est la graine, finalement. Oui, si on ne cultive pas, ça va disparaître. Et quand l'objet de ivresse, comme c'est l'amour, ne fonctionne plus. Du coup, si on est dans la logique de la consommation, on va le jeter objet. Ou on pleure, ou on dit mais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas vraiment occupé de notre objet. C'est l'amour. Donc l'amitié dans l'amour est hyper important parce que sans l'amitié dans l'amour va tomber dans la case de subi, de passif, de dépendant et on ne peut jamais avoir un amour éternel ou un amour noble pour nous accompagner toute notre vie. Ce que tu dis, c'est vraiment l'idée que l'amour est un art. Tu parles même d'artisanat, j'aime beaucoup l'image. Et donc, que ça se travaille. Et qu'il ne faut pas se contenter juste des émotions liées aux instincts, liées aux aléas de la vie, aux miracles de la vie, mais qu'il y a un savoir-aimer qui se cultive, qui se développe, un entraînement. Et c'est assez enthousiasmant. Ça rejoint l'idée d'un art de la joie. C'est une... autrice, Goliarda Sapienza, qui dans l'art de la joie écrit ceci, je cite: « L'amour n'est pas un miracle, c'est un art, un métier, un exercice de l'esprit et des sens comme un autre. Comme jouer d'un instrument, danser, fabriquer une table. L'amour et le sexe sont enfants l'un de l'autre. Qu'est-ce que l'amour sans le sexe? Une vénération de statues, les madones. Qu'est-ce que le sexe sans l'amour? Une bataille d'organes génitaux, et c'est tout. » Voilà, l'amour, c'est une construction. Et ça peut se décider et ça peut s'améliorer. Et il y a de l'art là-dedans. Oui, et comme c'est un métier, comme tu as dit, j'adore le mot mais comme métier. C'est un métier à temps plein, en fait, à 24 heures sur 24, à 7 jours sur 7. Il faut, brique par brique, pour construire un château fort. La sexualité sans amour, ça veut dire qu'on construit un château de sable. Ça peut très bien disparaître d'un coup. Et il y a plein de facteurs importants pour maintenir l'amour, pour cultiver l'amour, pour créer l'amour. C'est par exemple être au rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire être au rendez-vous dans l'amour et dans tout au long de notre vie amoureuse? C'est de savoir
de séparer à un moment. Parce que pour être au rendez-vous, il faut qu'on aille de 2 points différents sur un point de rendez-vous, tu vois. Parce que si on est tout le temps ensemble en fusionnel, on ne peut pas être au rendez-vous parce qu'on est toujours l'un à côté de l'autre. Mais être au rendez-vous, ça veut dire qu'on peut vivre un peu notre petit bout de vivre ailleurs. Et au rendez-vous, on se revoit et on échange et on se voit avec les yeux brillants. On dit, mais tiens, on a fait exactement la même chose. On pense exactement la même chose. Ça, c'est beau. Je propose ce concept, être au rendez-vous, par exemple. Être au rendez-vous, honorer l'amour, être à la hauteur de l'amour. Et c'est aussi quand j'ai le bonheur d'aimer, quand j'ai la chance d'être frappé par cet événement de l'amour, y mettre toute sa joie. Ne pas attendre de l'amour miraculeux le bonheur, mais quand l'amour me saisit, essayez de construire son bonheur. Profitez de l'occasion d'avoir l'amour qui est là pour essayer de construire quelque chose. Alors, il y a 2 questions à cela. La première, c'est est-ce qu'on peut décider d'aimer l'autre sans qu'il y ait le miracle de tomber amoureux, sans qu'il y ait la pétillance magique et surprenante, imprévisible, d'être emporté par le sentiment? Est-ce qu'on peut comme ça, à brûle pour point, sans petite magie initiale, créer de l'amour? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que ça évolue? Et donc, est-ce que l'amour que je crée peut se transformer? Est-ce qu'on peut quitter l'amour que l'on a construit? Sweetheart, you're gonna be alright. And in light, fairies do not stay alone. Sweetheart, cut the victim act. Oh, cut the crab. Your fate is not set in stone. L'amour peut tout à fait être construit. À partir de la relation neutre, sans magie. Exactement. Parce que tout est possible si on tient le secret, on aime l'autre tellement qu'on peut entrer dans son cœur, dans son corps, on peut apprendre, on peut échanger. Tout ce que la nature peut faire, si on écoute avec la subtilité, avec l'attention et avec la profondeur de la relation, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas créer ce que la nature crée. L'être humain a prouvé dans plusieurs domaines. Donc, je pense que dans l'amour, c'est exactement la même chose. Et deuxième question. Est-ce que l'amour construit peut se déconstruire? Le mouvement est très important. Sans le mouvement, être rigide, on va vers la mort, on se tue, parce que si on tourne pas avec la Terre, si on danse pas avec le cosmos, c'est la mort, on s'arrête. Donc, il ne faut pas avoir peur que l'autre change, que la relation change. Tu as parlé de la création, il faut créer sans arrêt dans l'amour, et il faut accepter que ça change. Il faut réinventer l'amour et il faut savoir accepter l'autre comme il est. Il y a plein de couples d'amis à mon âge, tu vois, 50 ans, ils se sont divorcés. Mais après, ils disent « Waouh, c'est génial la relation après la divorce ». Parce que c'est notre chapitre, parce que du coup, il n'y a plus de tension. Et plus de liberté. Beaucoup plus de liberté. Donc, c'est une autre page, c'est différent, mais c'est toujours l'amour pour moi. Ça se discute encore, mais sous une autre forme. Il faut peut-être inventer un autre mot chez les philosophes. En tout cas, il y a un mot important, c'est le décentrement. C'est un mot que j'ai forgé pour expliquer que l'amour a besoin de ce mouvement que tu décris, d'une palpitation et des moments de fusion où on est avec l'autre en osmose, en parfaite symbiose, on se touche, on s'aime, on fait l'amour, on est ensemble, et des moments où on se dit au revoir, parce que comment être au rendez-vous si on est tout le temps ensemble? Il faut un moment se dire au revoir pour multiplier les rendez-vous amoureux. Et c'est vrai que le fait de vivre sous le même toit, le fait de qualifier l'autre de mon mari ou ma petite copine, le fait peut-être de couper certaines relations sociales parce qu'on se concentre sur quelqu'un, fait qu'on n'arrive plus à créer
créer ce décentrement possible. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'un des secrets de l'amour, c'est de maintenir un espace de décentrement où on se dit au revoir mais à bientôt, et dans le à bientôt brûle l'impatience, la force des retrouvailles qui est déjà dans le revoir. Et ce décentrement-là, je vois pas mal de couples qui s'étouffent l'un sur l'autre, l'un avec l'autre, parce qu'il y a la peur que si je me décentre de l'autre, l'autre peut se créer des liens ailleurs, l'autre peut tomber amoureux ailleurs, l'autre peut flirter ailleurs, et donc je vais m'accrocher à l'autre comme un rocher, moi qui suis comme un coquillage, pour ne pas laisser la liberté à l'autre de pouvoir aller respirer un air ailleurs et être inspiré par d'autres. Il y a cette idée de possession qui vient étouffer l'amour et je pense qu'il faut accepter cette insécurité de l'amour. C'est William Reich qui dit une très belle phrase, dès que l'on aime, il faut accepter l'insécurité de la relation. C'est-à-dire que évidemment, je m'attache à l'autre, mais je ne dois pas l'étouffer. Ce lien que j'ai ce ne sont pas des chaînes qui emprisonnent l'autre, c'est un lien doré, un lien extensible, un lien qui, même si l'autre est loin, est là, et je dois pouvoir lui laisser la possibilité de s'envoler ailleurs, en faisant confiance à la relation elle-même. La vraie fidélité, c'est pas la fidélité en l'autre. La vraie fidélité, c'est la fidélité dans la relation que l'on a tissée, dans la rose que l'on a fait éclore entre nous, dans le jardin qui est entre lui et moi, entre elle et moi. Quand tu parles de la rose, je pense à la rose du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc il y a la responsabilité aussi, il y a la distance, mais on pense toujours à notre rose et on dit qu'on prend une part de responsabilité, on est fier de notre rose. Et la distance ici, non seulement c'est le choix, des fois, mais des fois c'est une obligation. Parce que avec la vitesse de la vie maintenant, des fois on ne peut pas être tout le temps ensemble. Il y a une image métaphore que mon ami vietnamien dit, c'est que quand on marche, on peut marcher main dans la main. À un moment, on prend le vélo, on peut toujours rouler l'un à côté de l'autre et commencer à parler. À partir du moment où on prend le moto, c'est déjà très compliqué à être ensemble tout le temps parce que c'est dangereux, on peut pas parler. La voiture, chacun dans une voiture, on peut plus communiquer. Là maintenant, la vitesse de la vie, et des fois c'est les deux avions. Si on est trop proche, c'est même dangereux, tu vois. C'est ça l'image. Donc, si chacun dans un domaine différent, on doit travailler dans les bureaux différents, on doit réfléchir dans les deux sens différents, on fait notre trajet et on est au rendez-vous pour raconter nos idées, nos succès, nos défaits, et on se serre dans les bras et on se donne l'énergie pour le prochain trajet et prochain rendez-vous. C'est ça peut-être le secret de l'amour. Il y a cette idée d'augmentation de la liberté. J'ai l'impression que peut-être que le secret de l'amour, c'est que quand j'aime quelqu'un, je dois voir s'il est encore plus libre que s'il était tout seul. Et si j'augmente la liberté de l'autre, et c'est dur d'augmenter la liberté de quelqu'un, c'est le rendre plus créatif, c'est le rendre plus voyageant, c'est le rendre plus lumineux, plus joyeux. Comment j'augmente la liberté de l'autre? Être actif dans la croissance de la liberté de l'autre. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils aiment, vont étouffer la liberté de l'autre. Mais augmenter la liberté de l'autre, c'est vraiment lui laisser la possibilité, quelque part, de faire comme il veut. Et donc on sort du registre des reproches. Beaucoup de couples tombent dans les reproches, t'as pas fait ça, tu m'as pas aimé à la hauteur que j'attendais, tu n'es pas là pour moi. Et ces petits reproches vont contaminer le quotidien et alourdir. Du coup, aimer devient lourd. Du coup, aimer fait perdre cette danse dont on parlait.
cette danse subtile de la vie, et on est fatigué. Le grand poète perse Omar Khayyam justement définit l'amour avec cette augmentation de la liberté. Je le cite, si tu le veux, tiens-moi par ton absence en tribulation, ou si tu veux, tiens-moi par ton union en jubilation. Je ne demande ni le premier ni le second traitement, que ton cœur me tienne selon ses prescriptions. La Voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux, tu n'es pas là, c'est pas grave, je jouis de ton absence. Et si tu veux, tu es là, c'est très bien, je jouis de ta présence. Fais comme tu veux, je te laisse libre, j'augmente ta liberté et je ne vais pas être sur un registre qui va tuer l'amour, le registre de la culpabilisation. L'amour, est-ce que c'est pas justement mettre totalement entre parenthèses la possibilité de culpabiliser l'autre et donc d'alourdir la relation que je tisse avec lui, avec elle? Est-ce que l'amour, c'est pas justement vouloir profondément que la liberté de l'autre augmente à l'infini? Concrètement, comment on doit faire pour augmenter la liberté de l'autre? C'est sans doute l'empathie anticipée. Qu'est-ce qu'il a besoin pour devenir plus libre? Je vais être là devant et je vais préparer le terrain pour que l'autre soit là confortablement dans sa liberté. Donc c'est très concret et c'est vraiment dans le pratique de la vie quotidienne. Si tu veux, je peux te dire que c'est mathématique. On peut même calculer, on peut faire des tests, de penser à quelqu'un. Il ne faut pas que l'amour réduit ou diviser quelque chose. Ce doit toujours être une addition ou multiplication. Je donne un exemple. Tu entres dans la relation avec quelqu'un, il te dit, regarde, il y a ce clap, il y a ces cours-là qui te correspondent bien. Peu importe, peut-être juste un cours de yoga, peut-être juste une association de solidarité, peu importe, mais tu détectes en l'autre les besoins, peut-être pas encore bien construits, et tu anticipes et tu proposes, et du coup tu fais vraiment mathématiquement une addition. Tu ajoutes dans sa vie ce qu'ils aiment. Là, du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous, mes chers auditeurs. Vous pouvez penser à quelqu'un, penser à une relation, que ce soit du passé ou le présent, si cette personne-là vous permettait à augmenter l'intensité de votre vie ou les activités ou les plaisirs, ou cette personne réduit vos champs d'activité, vos relations ou vos plaisirs, etc. Donc, vous allez savoir si c'est un vrai amour ou c'est juste, on est un objet de la jouissance de l'autre et on doit être soumis à cette relation pour faire plaisir à l'autre. Je crois vraiment que là, avec cette expression, on trouve le secret de l'amour. L'empathie anticipée. Il ne faut pas se contenter de l'empathie qui est là maintenant. Je détecte maintenant que tu as besoin de ça et de ça. C'est ce que fait le séducteur. Le séducteur va être empathique pour savoir ce que l'autre veut, ce dont il a besoin et essayer de lui donner, ou en tout cas de lui faire croire qu'il va lui donner. L'empathie anticipée, c'est essayer de voir comment, par générosité pour ce que l'autre va devenir, comment je peux épanouir son énergie et l'épanouir lui-même. Du coup, ça rejoint un peu le mot d'un philosophe, Antoine Louis-Claude Destutt de Tracy, qui définit l'amour comme la perfection de l'amitié. L'amitié embellie par le plaisir. Et on rejoint cette notion d'amitié. Et finalement, ça rejoint un peu une phrase que j'aime bien citer. Il y a beaucoup plus d'amour dans l'amitié que d'amitié dans l'amour. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus d'amis qui sont dans l'empathie anticipée que d'amoureux
qui sont dans l'empathie anticipée. Pourquoi ? Parce que quand on déclare l'amour, quand on déclare avec une étiquette, c'est mon petit copain, c'est ma copine, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est celle avec qui je suis et que je construis ma vie, on sent qu'on n'a plus tellement besoin de cette empathie anticipée. D'où la question cruciale, pour vraiment que le secret de l'amour puisse exister, comment faire quand l'amour est là, quand l'amour est sûr, quand l'amour est présent, même si on est en mouvement, comment faire pour maintenir cette empathie anticipée alors que l'autre est déjà acquis ? C'est comme un artisan qui taille le diamant, comme un parfumeur qui crée un parfum. C'est un métier, encore une fois, c'est un métier à temps plein. Donc je vous invite à exercer ce métier à partir de maintenant, à noter tout, peut-être dans un joli cahier de vos matières premières. Et qu'est-ce que vous voulez fabriquer pour vous ? C'est vraiment quelque chose pour vous tout seul, l'amour personnalisé. Et à partir du moment où on travaille, là, on peut accueillir le résultat de votre travail et d'en profiter pour vous-même. Et du coup, le secret d'amour va servir à agrandir votre vie, à vous libérer et à aller plus loin, tout simplement. Il n'y a pas de forme obligatoire de l'amour. C'est ça qui est intéressant. Il faut inventer votre amour à vous. Mais c'est pas inventer seul dans votre coin, c'est inventer avec l'autre. Il n'y a pas d'obligation, il y a juste l'envie de vivre l'amour et l'envie de travailler tous les jours pour le cultiver et pour en profiter aussi. Avons-nous trouvé le secret de l'amour ? C'est à vous, subtils auditeurs, de nous l'écrire. Et si c'est non, on lira vos tribulations. Et si c'est oui, on lira vos jubilations. Omar Khayyam sort de ce corps. Avons-nous sauvé l'amour ? Balavoine sort de ce corps. En tout cas, c'est le doux son mélodieux de ta voix, qui est sorti de ta bouche tout au long de ce 7e épisode. Et ce sont tes merveilleuses musiques, Vincent, qui sont sorties de ta tête et que l'on peut retrouver sur tes albums. Dans le prochain épisode de La Voix subtile, nous explorerons un autre mystère, et pas des moindres. Mystère de sens et de connaissance. Mystère d'apprentissage et d'héritage. Que transmettre aux nouvelles générations ? Que prendre des anciennes ? Comment passer le relais sans relâche ? Comment passer le flambeau sans flamber ? En quoi la subtilité peut-elle révolutionner l'art des transmissions ? L'art des passations. Sans démission. Ni compromission. Mais avec patience. Et avec passion. Mission, transmission. Ce sera le 8e épisode de votre podcast préféré. Podcast qui vous transmet un maximum d'idées avec un minimum de blabla. Podcast que vous transmettez à tout le monde avec un maximum de joie. D'élan savoureux. D'élan amoureux. À bientôt, chers amis de l'esprit de finesse. À bientôt, chers complices de la non-violence. Et d'ici là, rendez délicatement heureux.